Bonjour les gars, aujourd'hui on va parler cycle. Vous savez, je vous en parle un petit peu souvent, la rotation, les trucs, les sous-vagues, ça se passe par vagues successives avant que ça fasse consensus. Ce que l'on sent maintenant, c'est qu'on a plusieurs vagues et à un moment donné, si vous voulez, ces vagues qui font des espèces d'aller-retour deviennent une tendance. Et là, ça fait consensus et tout le monde vous en parle, comme si, évidemment, ils avaient vu qui ça venir. Donc l'idée est toujours la même, c'est de se dire, OK, où est-ce qu'on se positionne dans un cycle économique et qu'est-ce qu'il faut privilégier? Les actions, les obligations, de l'or, du cash, pas de cash du tout, et cetera. Ça pour moi qui est important. La difficulté, c'est toujours de se positionner, si vous voulez, dans le cycle économique actuel et d'entrevoir le prochain. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde va vous parler de la récession et en effet, éventuellement, après un ralentissement qui se fait graduellement, on peut être tenté de penser qu'on va aller vers une récession beaucoup plus dure. Auquel cas, si vous allez vers une récession beaucoup plus dure, ben, vous allez éviter tout ce qui va être lié à la consommation, discrétionnaire. Vous allez éviter évidemment tout ce qui va être matière première, parce qu'on va moins consommer, et cetera. Donc vous avez essentiellement tout qui baisse, sauf de la consommation, on va dire, de produits de base, des utilities éventuellement, qui peuvent vous protéger. Mais si jamais vous n'avez pas cette récession ou que cette récession est très rapide et que tout de suite vous lancez une relance, de l'économie, un rebond de l'économie par la baisse des taux, du déficit fiscal des États, ce que vous voulez. Mais si vous relancez ça, et beh, tout de suite en fait, vous inversez le truc. C'est que vous avez essentiellement un besoin d'avoir, moins de cash, qui plus est si vous avez la récession l'inflation, qui repart et à partir de ce moment-là, vous devez repartir sur des actions. Mais est-ce sur quoi vous devez repartir en priorité? De la technologie, des valeurs de croissance, des valeurs de qualité. Certes, des valeurs de qualité aujourd'hui, c'est des valeurs technologiques, mais demain éventuellement, c'est des minières, ce sont, des utilities, ce sont, des énergéticiens. Donc, j'avais fait une vidéo, précédemment pour vous expliquer qu'éventuellement les valeurs de qualité de demain, c'est des valeurs à dividendes. Pas parce qu'elles versent du dividende, mais parce qu'elles sont des valeurs de value avec des actifs, tangibles, qui produisent, des produits qui sont, tangibles. Sales, pas ESG, même si on va les repeindre en vert évidemment pour faire joli, mais à partir de ce moment-là, on est sur ces éléments-là. Et aujourd'hui, je veux rentrer un petit peu dans le détail, puisqu'il existe tout un tas de charts et de graphiques et d'infographies pour vous expliquer un petit peu, justement, par rapport à là où on est dans le cycle, où il faut investir. Parce que c'est ça la question. Quand on parle de la macro, c'est où est-ce qu'on investit dans les grandes lignes. J'essaye toujours de vous exposer des vidéos pour vous expliquer, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir privilégier. Là, alors, la problématique à tout cela, c'est qu'il y a certains graphiques qui peuvent parler plus facilement que d'autres et là, j'ai besoin de vous. C'est-à-dire qu'on va passer les graphiques un à un. Et dans les commentaires, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me disiez quelle est pour vous finalement l'infographie ou le graphique qui a été le plus parlant et qui vous a explicité un petit peu beaucoup plus la chose entre les corrélations entre là où on se trouve dans le cycle et ce dans quoi il faut investir. Évidemment, vous pouvez avoir plusieurs graphiques où vous tirez votre performance et on va voir ça ensemble. J'ai numéroté les graphiques. Vous me dites juste dans les commentaires quels sont les graphiques numéro 1, 3, 18 qui vous intéressent. Il n'y en a pas 18, ne vous inquiétez pas, on va passer ça en revue un petit peu plus rapidement. Donc, le premier graphique, graphique 1, rotation des cycles, vous le voyez, vous avez, alors il est en anglais, donc je vais vous le traduire, mais c'est assez simple, hein. On a en gros l'inflation qui augmente, l'économie qui surchauffe. On va aller chercher, on le voit, des commodités, donc tout ce qui est matières premières, des matériaux, de l'énergie. Vous allez ensuite, petit à petit, on voit des obligations à haut rendement, puisque il y a moins de probabilité de faire faillite, et cetera. Et donc, vous allez obtenir du 6-7. Puis, en fait, vous avez votre stagflation qui arrive, c'est-à-dire que votre croissance commence à devenir molle. Potentiellement, c'est là où on est, hein. Donc, on est en train de se dire, OK, vous avez la croissance qui baissait, mais vous gardez un petit peu d'inflation, éventuellement. Donc là, vous allez prendre voilà, de l'obligataire qui est lié et pondéré en fonction de l'inflation. Il y a de la santé, des valeurs utilities, on le voit, des trucs voilà, où quand vous êtes obligé de vous serrer un petit peu la ceinture ou qu'il y a les prix qui montent sur l'énergie, c'est ça qui va en profiter. Les télécoms, bref, là, on est typiquement dans de la value. Et là, vous voyez également que vous avez les métaux précieux, or, argent, platine et compagnie. Puis petit à petit, donc, vous avez l'inflation qui baisse, qui se met à baisser, et vous allez arriver en fait
dans la partie un petit peu récessionniste. Vous avez une maigre croissance, voire une croissance négative. Vous avez une inflation qui baisse. Et donc là, essentiellement, vous voyez, vous continuez à jouer l'aspect value. Petit à petit, en fait, vous allez avoir une reflation, vous allez avoir essentiellement des gouvernements et des banques centrales qui vont essayer de rebooster la croissance. Et à partir de ce moment-là, vous êtes au début d'un nouveau cycle et vous allez favoriser éventuellement les financières et tout ce qui est consommation discrétionnaire. Et à partir de là, quand vous avez l'expansion qui, à nouveau, commence à prendre, et ben c'est là, à nouveau, où vous retournez sur les valeurs de croissance industrielle, technologique. OK, donc ça, c'est le premier graphique. Deuxième graphique, il va nous expliquer un petit peu la même chose, mais ce qu'il nous explique en plus, ce graphique-là, c'est quelque chose que je répète assez souvent, et que très souvent, beaucoup de gens vont vous expliquer que l'économie et la bourse n'ont aucune relation. En fait, si la relation existe, mais c'est que vous allez toujours avoir un temps de latence, en règle générale, qui peut être de 6-9 mois. C'est-à-dire que la bourse va anticiper l'économie de 6 à 9 mois. Ou la bourse peut être en retard également de 6-9 mois, parce que ça peut dépendre des pics et aides qu'il y a et du cash qui a besoin de s'investir, et qui fait que même quand l'économie peut être chancelante, le marché va être spécifique, sélectif sur un certain nombre d'actions qui sont surpondérées dans les indices et qui peuvent donner l'impression que la bourse va très bien alors que l'économie est en train de se casser la figure. Mais en gros, vous avez toujours cette latence-là. Et ça, vous voyez qu'en fait, vous avez la croissance ici qui est en violet. Ici, vous allez avoir l'inflation, donc l'inflation tour à tour qui monte. Et là, typiquement, l'idée, c'est qu'on va vous dire, on va vous couper les taux d'intérêt. Vous allez retrouver, en gros, quand est-ce que vous privilégiez l'obligataire, quand est-ce que vous reprivilégiez les actions. Donc là, vous voyez, ici, vous aviez le détail de, OK, qu'est-ce que j'achète éventuellement entre les actions, les commodités, je garde un peu plus de cash et je vais chercher l'obligataire. Quand j'achète des actions, qu'est-ce que j'achète essentiellement comme type d'action en termes de secteur d'activité? Là, on voit, c'est beaucoup plus généraliste, hein. C'est juste, en gros, qu'est-ce que je joue en fonction des taux d'intérêt qui montent, qui baissent et compagnie. Mais les 2 peuvent être corrélés finalement, vous voyez. Ensuite, on arrive sur quelque chose qui est en français cette fois-ci, qui va avoir la même idée. J'ai ma croissance qui baisse ou j'ai ma croissance qui augmente. Donc, je suis soit dans un boom inflationniste, soit dans une stagflation. Soit j'ai ma inflation qui baisse, mais j'ai ma croissance qui augmente. Je suis dans un boom désinflationniste, ce qu'on vient de connaître. Et puis maintenant, on a la croissance qui baisse. Et donc, éventuellement, on peut rentrer dans une crise désinflationniste. On n'est pas encore. C'est un des risques, mais en gros, on va départager ces prochains mois entre soit je me mets à avoir peur de ma désinflation, de ma crise, de ma récession, soit je me mets à penser que je suis en train de faire ma recovery. Et donc, vous voyez, en gros, vous voyez les éléments qui vous permettent de dire, bah, là, par exemple, quand je suis dans un boom désinflationniste, je vais plutôt privilégier les obligations et des actions de pays développés, etc. Quand j'ai une croissance qui augmente, mais beaucoup d'inflation aussi, bah, je vais partir sur les émergents, l'or, l'immobilier, les matières premières, et cetera. Bref, je vous fais pas le dessin. Vous voyez, ça, c'était le numéro 3. Le numéro 4, ça va être la même idée, mais c'est toujours une représentation qui est différente. L'idée, voilà, c'est de choisir la représentation qui parle le plus à tout le monde. Donc, vous avez le boom économique, vous avez la baisse d'activité, vous avez la récession. Ce que vous avez, c'est à chaque fois de l'obligataire, des petites caps, des valeurs value. Voilà, là, vous voyez, on rentre un petit peu plus dans le spécifique, des valeurs défensives, qui sont pour moi des valeurs value, donc télécom, santé et compagnie. Ici, vous voyez, on ralentit un petit peu plus, donc on continue essentiellement d'avoir des grosses caps pour aller chercher de la visibilité, certainement, je suppose. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Et après, quand je commence à repasser un petit peu de la récession à la recovery, je vais aller chercher des cycliques, de la croissance, des petites caps, etc. C'est là où c'est intéressant, parce que si vous regardez graphiquement et que vous voyez un paquet de cycliques qui commence à bien remonter, bah, la question de vous dire, c'est de vous dire, est-ce que mon ralentissement est en train de devenir une récession, ou je parle d'un ralentissement qui repasse directement en recovery? C'est là le carrefour dans lequel on est actuellement. Ensuite, le graphique numéro 4, c'est pas un graphique, c'est un tableau. Et ce tableau-là, il va vous dire, en fait, entre les 4 segments, c'est-à-dire j'ai une recovery économique, j'ai un milieu de cycle, j'ai un cycle lointain, c'est-à-dire un ralentissement, voire à faire de la récession, parce que la récession, c'est récession soft, récession dure. On ne sait jamais avant de recommencer une recovery. On n'est pas obligatoirement dans une crise. Et aujourd'hui, la majorité des gens vont vous parler de 2007-2001, bah, comme si vous voulez, après une période d'expansion, vous avez nécessairement une crise.
Non, vous pouvez avoir tout simplement des phases de digestion et de désinflation et de réduction de la croissance, de ralentissement économique, sans pour autant avoir une crise et tout de suite relancer une expansion économique. Donc le graphique 5, si vous voulez, vous voyez que vous avez les performances. Ça, c'est intéressant. Vous avez globalement les performances en fonction de de la segmentation de l'action. Est-ce que c'est une valeur value? C'est-à-dire que c'est une valeur qui a des ratios, qui se payent pas cher, qui sur des actifs tangibles et cetera, des valeurs de croissance. Donc là, vous voyez bien que quand vous êtes vous êtes essentiellement sur des valeurs cycliques qui vont remonter la pente et qui vont surperformer les valeurs de croissance. Par contre, quand vous êtes dans du, milieu de cycle, ça va être l'inverse, ça va être plutôt les valeurs de croissance, donc technologiques et compagnie, qui vont réussir à passer. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez l'aspect momentum aussi, ce qu'on appelle la high quality. Donc aujourd'hui, toutes les actions de qualité, tout le monde va vous en parler comme, c'est super, il faut acheter que ça. Mais il y a des périodes du cycle où les actions de qualité ne performent absolument pas. Au contraire, c'est les actions qu'on considère qui sont de non-qualité qui deviennent des actions de qualité et les actions qu'on considérait de qualité qui n'en deviennent plus. C'est une question de cycle. Donc faites bien attention à ça. Après, voilà, vous avez, les grosses caps, les petites caps. Vous voyez bien qu'en fait, au début d'un cycle, c'est essentiellement les petites caps qui vont performer par rapport aux grosses et au fur et à mesure où vous maturez le cycle, c'est plus les grosses caps qui vont vous performer. Voilà et ensuite, des hauts niveaux, de dividendes, pour moi, je vais le lier essentiellement à l'aspect value, puisque les valeurs value cycliques sont celles qui vous versent le plus de dividendes aussi. Donc en gros, il y a pas besoin pour moi, c'est un répète. Mais vous voyez bien en gros ce qui va performer et ce tableau-là, éventuellement vous dit, dans les niveaux de cycle, ce vers quoi il faut aller en prévoyance. Celui-là, je l'aime bien perso parce qu'il y a l'aspect performance. Mais après, on verra, il y en a un qui peut, parce qu'il y a l'aspect graphique par-dessus. Ici, c'est un tableau, en gros, qu'est-ce que vous devez acheter et ça va un peu plus dans le détail du secteur. Alors, on voit potentiellement pas grand-chose. Il faut peut-être un petit peu grossir, mais voilà, vous avez aéronautique, défense et compagnie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu plus typé, zone euro. Donc vous allez avoir, voilà, est-ce que vous avez la recovery dans la zone euro? Est-ce que vous avez une appréciation de l'euro-dollar? C'est ça aussi qui va être important. Après, vous avez essentiellement aussi des points, d'OPA qui peuvent rentrer. Vous avez des suggestions de titres ici. Voilà, sensibilité aux GAFAM, on a rajouté des titres et au niveau des valorisations. Donc ça, c'est un lien, si vous voulez, pas par rapport au cycle, mais par rapport à, voilà, un petit peu de cycle, un petit peu d'euro aussi. Est-ce qu'on est en train de monter les taux ou pas? Et voilà, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Je trouve intéressant, mais peut-être un petit peu compliqué et rodant. On passe au graphique 7. Vous allez bien retrouver ici, en gros, quand vous avez le début d'un nouveau cycle, vous voyez bien qu'on parle sur de la value et quand on arrive sur la fin de cycle, on est sur de la growth, des actions de qualité, des actions de momentum. Ici, vous avez les différents secteurs. Donc quand on est au tout début du marché, finance, technologie cyclique, ensuite technologie industrielle, basic material, énergie, staples, quand on arrive sur les fins de cycle, vous voyez? Et on passe de plus en plus sur du défensif. Pour finir sur de la santé, des utilities, et de la finance sur la fin de cycle. Et ici, c'est un graphique 3, mais en fait, c'est un summum de 3 graphiques. OK? Donc ici, on achète les creux de marché. Donc on a acheter des actions, acheter des matières premières. Vous voyez, quand on est dans l'expansion, c'est au début, on achète des actions, on achète des matières premières, on vend les obligations ici, on vend les actions ici. Bon, je mettrai un petit peu ici, mais vous voyez, là, c'est assez schématique pour vous dire, en gros, la grosse idée de: j'achète des actions, j'achète des obligations, j'achète des matières premières. Mais après, il faut rentrer dans le détail. Si j'achète des actions, j'achète quoi comme action? Au début d'un cycle, je vais acheter des cycliques. Après, au milieu, je vais acheter de la défense, de la haute technologie, donc de la valeur de croissance. Et puis, je vais ensuite acheter, quand on est un peu plus mature, de l'énergie, des matières premières. Et après, quand on est un petit peu sur le fond, vous voyez, j'achète des défensives. Et puis, donc des valeurs value, et j'achète des utilities, des télécoms. Et quand je suis un petit peu dans le creux de la vague, je me remets à acheter des financières avant de me remettre à acheter de la conso cyclique. Donc début de cycle, c'est plutôt des petites et moyennes caps, des actions grosses caps, momentum, et qualité, sur, le milieu de cycle jusqu'à la maturité du cycle et enfin, j'essaye d'achever ma sécurité par des valeurs, value, des valeurs utilities télécom qui sont également des valeurs qui ont tendance donc à délivrer des dividendes élevés.
Et ensuite, je vais essayer, quand je commence à avoir de la récession, je commence à avoir peur, je vais essayer d'aller chercher des actions qui ont une faible volatilité et qui ont une visibilité avant de refaire le cycle. Donc vous voyez, ces 3-là, ils sont intéressants parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez différents niveaux de zoom. C'est-à-dire, j'ai le haut niveau, je zoome un petit peu plus derrière sur mes secteurs d'activité et après sur éventuellement ma typologie d'actions. Le graphique 9, il est un peu plus macro puisqu'en fait, c'est le graphique HOPE. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il va vous expliquer, c'est dans les statistiques économiques, tout le monde vous parle des statistiques économiques et de, en gros, oh mon Dieu, le chômage et le truc, le machin. Il faut bien vous dire que le chômage, c'est le truc le plus en retard possible. Quand vous regardez les stats du chômage et que ça commence à se dégrader sur les stats du chômage, ça veut dire qu'en amont, vous êtes déjà très dégradé. Parce que ce que vous devez regarder, c'est les premiers indicateurs qui commencent à ralentir ou qui commencent à s'améliorer. Et donc, c'est avant tout l'immobilier. Ensuite, les nouvelles commandes à l'industrie. Ensuite, ce sont les profits des sociétés. Et enfin, seulement, c'est l'emploi. Puisque c'est quand les profits des sociétés commencent à se casser la gueule parce qu'il n'y a pas suffisamment de nouvelles commandes et que, en règle générale, vous avez moins de construction, etc., que vous commencez à taper sur votre emploi. Et pareil dans l'expansion. Donc ça, ce graphique-là, qui s'appelle HOPE, c'est vraiment le truc pour bien comprendre un petit peu aussi les indicateurs économiques qui vont se retourner avant le reste et de ne pas se faire avoir par des indicateurs économiques qui peuvent vous annoncer qu'on n'est pas sorti des ronces, mais c'est très retardé comme indicateur économique. Donc si ça se trouve, vous avez déjà des indicateurs qui sont en amont du cycle, qui sont eux plutôt en recovery. Et c'est un petit peu la situation actuelle, un petit peu entre deux eaux. Donc si je regarde que l'emploi, je me biaise un petit peu aussi. Vous avez une latence dans tout cela. C'est un paquebot, ça met du temps au fur et à mesure à se mettre en place. Ici, vous avez un graphique 10 que je trouve un petit peu compliqué. Donc, vous avez les différents cadrans comme on a vu précédemment. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a une accélération de la croissance, une décélération? Est-ce que vous avez de l'inflation, pas d'inflation? Est-ce que les taux de la Fed sont en train d'être remontés, abaissés? Ce qu'il faut ici, c'est réfléchir en termes de taux réels. Est-ce que, OK, mon inflation est en train de monter potentiellement, mais si ma croissance monte, et si mes taux voilà, sont en dessous de mes niveaux de croissance et mes niveaux d'inflation, même si mes taux sont en train de monter, je reste quand même dans des taux réels, si vous voulez, qui sont plutôt dans une idée de me dire que c'est favorable à l'économie. Contrairement, aujourd'hui, tout le monde parle de la baisse des taux, évidemment, mais l'inflation baisse aussi. Ma croissance baisse aussi. Mes taux sont plus élevés que ma croissance et que mon inflation. Donc en fait, même si les taux baissent, je ne peux pas dire que les banques centrales ont une politique accommodante. Il va falloir les baisser bien plus encore pour rattraper le retard. Ils sont derrière la courbe. Donc en fait, même si je les baisse, je considère que ma politique est quand même restrictive. Donc il faut bien comprendre ça. Le graphique 11, c'est un petit peu comme un graphique qu'on a vu un petit peu plus haut, où vous voyez, vous aviez les 4 cadrans et vous aviez la performance également qui était donnée en fonction des valeurs value, etc. Au niveau des secteurs d'activité, qu'est-ce qui performe? Donc vous voyez au niveau des récessions, et alors c'est basé sur un certain nombre de périodes. Donc c'est les 7 dernières récessions. En gros, ça a été calculé comme ça, et donc c'est une moyenne. Ici, vous avez les 7 dernières recovery, les 12 dernières phases d'expansion, et les 11 dernières, ce ne sont pas des récessions nécessairement, on le voit, ce sont des ralentissements. Et donc vous voyez bien que vous avez moins de périodes en gros de récession et de recovery que de périodes d'expansion et de ralentissement. Ça, c'est bien pour vous dire que c'est pas parce qu'un ralentissement économique ne devient pas forcément une récession. Une récession ne devient pas forcément une crise. Et vous pouvez très bien repartir en expansion. C'est comme une action, si vous voulez, elle peut se mettre à corriger sa hausse précédente sans pour autant partir dans une tendance baissière. Et donc, elle peut relancer son expansion tout de suite après. Et on ne parlera pas d'une recovery à ce moment-là. C'est juste qu'on était dans une phase d'expansion qui a connu une phase de ralentissement et qui se relance derrière. Comprenez bien, un point appuyé là-dessus, c'est sur ça. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les performances des différents secteurs d'activité en fonction de là où on est. Donc, voilà, ça c'est pour entrer un petit peu plus en détail. Et juste dans les récessions, l'idée c'est juste de voir un petit peu qui perd le moins, ce qu'on appelle défensif. Ça perd, mais ça perd moins. Et peut-être avec les dividendes, vous êtes étal. Ensuite, vous avez le graphique 12. Ici, ça va être un petit peu la même idée. Vous avez une forte croissance du PIB, une faible croissance du PIB, plus d'inflation, moins d'inflation. Et en fonction de ça, OK, qu'est-ce que j'achète comme secteur d'activité? Vous me dites dans les commentaires ce que vous aimez. Et on va finir avec le graphique 13,
C'est une espèce d'horloge, où voilà, donc vous avez, voilà, cette partie de l'horloge, en gros, où vous avez le recovery, le boom, le ralentissement, la récession et voilà et derrière, c'est en gros, je vais chercher, mes commodités, je vais chercher, de l'obligataire indexé sur l'inflation, mes grosses entreprises et cetera. Du short term treasuries, donc ça, c'est les obligations, court terme et donc quand je commence à baisser les taux, tout l'argent que j'ai mis là, c'est la situation dans laquelle on est. Est-ce que je vais acheter si j'ai vraiment peur d'une récession, bah, je vais aller acheter des obligations long terme pour essayer de capturer pour X années, du 4-5 ou alors je vais me remettre à acheter des actions et je vais acheter quoi comme action? Des valeurs technologiques, des valeurs de croissance? Pas vraiment. Je vais aller acheter des valeurs value qui m'offrent du rendement à 4-5 des actifs tangibles, un socle fondamental et éventuellement, si la récession n'est pas vraiment une récession dure et qu'on passe tout de suite en expansion, beh, j'ai déjà les bonnes actions, si vous voulez, pour à la fois résister si ça se passe mal et participer, à la reprise économique si c'est ça, en effet, que l'on reprend. Donc ça, c'est le combo quand on est en jeu vidéo. Voilà, bref, et ça se répète un petit peu, tous ces graphiques-là se répètent. C'est le but aussi de prendre schématiquement cette idée-là. Évidemment, après, faut un petit peu rentrer plus dans le détail. C'est tout l'objet de mes vidéos. L'idée centrale est là pour toujours, dégraisser le truc et comprendre que le graphique et les actions et l'évolution des prix, de la bourse est toujours anticipé. Alors des fois, ils se plantent et ils reviennent en arrière, mais ils vont toujours anticiper et dans la plupart des cas, ils ont quand même sacrément raison si on prend une vue un petit peu plus large et pas au jour le jour. Les marchés sont quand même dans cette vue globale, de tous les acteurs qui mélangent toutes leurs convictions. Le consensus qui ressort est quand même en général pas si mal et pas si loin de la réalité. C'est juste une question d'attendre que le paquebot économique tourne, fasse son virage et ça prend un petit peu plus de temps pour ensuite se dire que voilà, le marché, il avait quand même bien anticipé. Sur ce, dites-moi dans les commentaires quel est le graphique ou le tableau qui vous parle le plus et ça permettra, voilà, de focaliser sur celui-là quand je vais expliquer plus en détail un certain nombre de vidéos et de prendre cette base-là, pour expliciter plus facilement les choses. Excellente journée à vous. Merci de votre aide. J'attends de voir ce que vous votez dans, les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker celle-ci, de la partager. Merci beaucoup pour tout ça. Ça fait plaisir et puis ça motive à continuer. Salut les graphes.